Bonsoir, merci d'avoir rejoint cette fois l'amphithéâtre Liard où nous avons le plaisir d'accueillir Andrei Gratchev, que vous connaissez, que connaissent ceux qui ont participé à la séance inaugurale de lundi dernier en tout cas, et que connaissent plus généralement les Français qui sont habitués à le voir souvent intervenir à la télévision, à la radio, dans des enceintes universitaires, notamment sur la question de l'évolution de la Russie. Andrei Gratchev, vous le savez, a été conseiller de Mikhail Gorbatchev. Il a à ce titre vu le passage aux premières loges de l'évolution interne de l'Union soviétique jusqu'à la Russie d'aujourd'hui. Il est par ailleurs un universitaire reconnu, enseignant dans de nombreuses universités russes, françaises, japonaises, britanniques. Je crois qu'il est aujourd'hui professeur invité en Espagne également, si je ne me trompe pas. Et après une carrière à la fois brillante au plan intellectuel et au plan de son accompagnement d'autorité politique, il a écrit de très nombreux livres, dont le dernier qui est paru à l'automne 2014, Le passé de la Russie est imprévisible, journal de bord d'un enfant du dégel. Je pense que sa conférence, comme on l'avait envisagé, sera à la fois ciblée sur la question des évolutions stratégiques de la Russie, sur ce qu'il appelle ce passé imprévisible, mais qui préfigure une part de l'avenir, et puis dans vos questions sur évidemment tout développement concernant l'actualité. Alors aujourd'hui, vous savez, on a l'habitude dans nos séances qu'elles soient organisées d'abord dans une intervention de notre conférencier, et puis ensuite dans une seconde partie d'un débat avec un expert de la question qui aujourd'hui est Isabelle Facon, que je remercie beaucoup d'être parmi nous. Et puis à la fin, la dernière demi-heure étant consacrée aux questions avec la salle. Alors Isabelle Facon est aussi bien connue parce que à la Fondation pour la recherche stratégique, elle est une des spécialistes des politiques de sécurité et de défense de la Russie. Elle a eu, elle aussi, un long parcours universitaire en France, à l'étranger, et elle a publié de très très nombreux ouvrages ou participé à de nombreux ouvrages comme un des derniers, Éclat d'Empire, Asie centrale, Caucase, Afghanistan, qui est paru en 2013, et avec des contributions sur la Russie, sur l'environnement de la Russie. Andrei, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté, il y a un an, presque, quand on s'était rencontrés pour en parler, cette présence et de faire cette conférence d'ouverture de notre cycle de cette année. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la proposition, de l'honneur que vous me faites d'inaugurer le cycle de vos conférences. Mesdames, Messieurs, chers collègues, sans trop tarder, voilà, un vaste sujet, un temps qui est compté. Voilà, et le sujet choisi pour aujourd'hui, c'est le pivot eurasien de la Russie. Quel objectif, quel moyen, quel risque? Bon, attaquons-le. Il est vrai que lorsqu'on évoque le nom de mon pays, la Russie, et surtout par ces jours, évidemment, ce qui revient sur le devant de la scène, c'est le sujet de l'Ukraine, le conflit de la Russie avec l'Europe, avec l'Occident, en sens plus général. L'Asie semble être un sujet à part, mais voilà un des peut-être thèses que je vais développer, c'est que c'est très étroitement lié. Cette dérive de la Russie, cette évolution, ce mouvement en direction de l'Asie, cet éloignement progressif par rapport à l'Europe,
est à la fois, et on va voir dans quelle proportion, une réaction immédiate, on peut dire presque épidermique, de la direction actuelle de Poutine personnellement, aux événements qui se déroulent, qui loin de trouver leur dénouement, à l'ouest des frontières de la Russie. Mais en même temps, nous sommes face à une évolution probablement stratégique de sa politique extérieure, reflétant la vision du monde, ou une certaine vision du monde, mais plus encore, peut-être face à une... j'hésite pour le mot, mais voilà, il est en plus, il fait partie du titre de vos conférences, rupture de la Russie, l'annonce peut-être d'une éventuelle rupture de la Russie avec l'Europe. Essayons de voir, enfin, en espérant que je me trompe, mais de toute façon, je suis obligé de développer ici, avec un peu plus de détails, l'ensemble de cette thèse. Il y a juste à peine un mois, même mois, le 25 décembre, c'est-à-dire le jour du Noël catholique, Vladimir Poutine a signé la nouvelle rédaction, la nouvelle version de la doctrine militaire de la Russie. Bon, pareil que la doctrine reste à peu près la même, sauf qu'il s'agit d'une sorte d'une nouvelle updated version modernisée. Dans ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle version, c'est que, sans ambiguïté, le danger principal pour la Russie actuelle, la Russie de Vladimir Poutine, provient de l'Ouest, de l'Occident. Et ce qui est spécifié là-bas, c'est que ce danger, cette menace militaire est associée à l'activité progressive de l'OTAN sur les frontières occidentales de la Russie, avec le processus d'élargissement des structures militaires de l'OTAN en direction des frontières de la Russie, et un aspect important qui peut-être fait exactement un détail, mais intriguant, de la nouveauté dans cette version, un aspect de ce danger, enfin, qui n'est pas exactement militaire, mais qui est placé au même niveau. Ce danger, cette menace, provient du danger, enfin du potentiel de renversement des régimes légitimes sur la périphérie de la Russie, dans les États voisins, et l'installation dans ces États des systèmes et des régimes hostiles à la Russie. Nous sommes donc face à une certaine vision de monde qui, depuis l'Occident, est en train d'agresser la Russie, d'exercer au moins la pression. Et cela semble être la base des modifications, de certaines actions immédiates, récentes, celles qui sont en cours, de la politique et de la direction de la Russie. Mais en même temps, ce mouvement de la Russie en direction de l'Asie, le fait que la Russie, en quelque sorte, soit se défend face à cette pression et se retire avec son mouvement en direction de l'Asie. Est-ce une vraie nouveauté ? Y a-t-il, dirais-je, des raisons d'être étonné ? Après tout, rappelons certaines données basiques. Finalement, on peut toujours dire que Poutine ne fait que suivre
Obama, avec son pivot asiatique, avec le déplacement de centres de poids, des intérêts stratégiques, économiques et autres américains en direction de l'Asie et de bassin pacifique. Pour ce qui concerne la Russie, peut-être ce déplacement de centre de ces attentions est encore plus justifié que pour les États-Unis. Bon, rappelons certaines choses que vous connaissez certes. Il s'agit, dans le cas de la Russie, d'un pays à cheval sur 2 continents, d'un pays d'une puissance euro-asiatique, eurasienne, et si vous voulez, on peut renverser l'ordre, on peut dire, pourquoi pas, asio-opienne, si on se souvient du fait de ce que les 3/4 du territoire de la Russie se trouve au-delà de l'Ural, et donc dans le continent européen. Reste que jusqu'à encore récemment, la Russie a été souvent comparée à une sorte d'un animal mystique, presque légendaire, un dinosaure. Bon, on peut bien sûr penser à un centaure, qui est toujours mythique. Un dinosaure qui aurait une petite tête et un gros corps. Et donc cette petite tête européenne de la Russie a été traditionnellement orientée, tournée vers l'Europe, vers l'Occident. Alors que le grand corps asiatique de la Russie représentait cette Russie profonde, ancienne, froide, déjà à cause de son climat. Ce parallèle avec le dinosaure peut être justifié parce que la tête de ce dinosaure, l'élite politique, l'élite culturelle, même, je dirais, le centre du poids de son développement intellectuel, technologique, scientifique et autres, était situé dans la partie européenne. Mieux que cela, le sens du mouvement, le sens de l'évolution de la Russie, et ceci depuis au moins Pierre le Grand, en passant par Catherine la Grande, et curieusement jusqu'aux bolcheviks dans le XXe siècle, était orienté vers l'Europe, avec le souci, l'ambition, la volonté, soit de rattraper l'Europe, soit de l'imiter, soit de se mettre à sa tête. Tout dépendait évidemment des différents dirigeants et systèmes qui étaient à la tête de ce pays. Le dernier cas que, bien sûr, je dois citer, c'était le cas de Gorbatchev. Gorbatchev, que je qualifierais peut-être du dernier occidentaliste russe, puisque vous connaissez certes un clivage historique entre les occidentalistes, les slavophiles, qui reflétaient cette dualité historique de la Russie. Gorbatchev, avec son projet de la maison commune européenne, et avec son rêve de faire entrer la Russie, dans la Russie soviétique à l'époque, dans cette maison commune. Je dois dire ici, en témoin privilégié de ce que j'ai assisté à une des dernières conversations officielles entre Gorbatchev et Mitterrand à Latché, pendant laquelle on peut dire ils rêvaient ensemble d'une confédération européenne qui serait composée de 2 parties. Partie occidentale, Union européenne, et partie orientale, avec comme centre une Union soviétique réformée, démocratisée, et une sorte de la périphérie politique autour
autour d'elle à l'époque. La différence du projet gorbatchevien et des projets, enfin des dirigeants qui l'ont précédé, par exemple Brejnev, c'était dans le cas de Brejnev, par exemple, son intention ou l'orientation de la partie, enfin, pendant une certaine période de la partie de la politique soviétique était la finlandisation de l'Europe. C'était une tentative eh bien de se servir d'exemple de la Finlande non alignée, neutralisée par le poids stratégique, politique et militaire de la Russie. Voilà pour, après tout, couper les liens stratégiques et de sécurité de l'Europe avec les États-Unis. L'ambition de Gorbatchev, c'était l'inverse. C'était de se servir de l'Europe pour européaniser la Russie. Voilà, c'était important peut-être d'évoquer rapidement pour marquer une différence qui se profile entre voilà, toute la succession des dirigeants qui ont précédé à Vladimir Poutine, avec cette dérive, cette rupture qui, à mon avis, s'annonce, est en train de s'élargir devant nos yeux. Ceci étant, il faut être juste par rapport aussi à ce personnage. Vladimir Poutine d'aujourd'hui n'est pas le Vladimir Poutine d'il y a hier et avant-hier. Et moi, j'ai compté jusqu'à 3 Vladimir Poutine, allant jusqu'à aujourd'hui. Un premier qui a hérité de Boris Yeltsin, un pays en chaos, presque en désintégration, et certainement en crise et en faiblesse stratégique. Et ce Vladimir Poutine numéro 1, bon, pour simplifier, peut-être schématiser les choses, je l'appellerais Poutine l'Américain. Ça doit vous rappeler quelqu'un de votre famille. Ce Poutine l'Américain, à la tête d'une Russie en crise, en faiblesse, était prêt à s'offrir à George W. Bush le 11 septembre en tant qu'allié, allié politique, allié stratégique, dans la guerre contre le terrorisme, surtout en Afghanistan. Et non seulement il a fait une proposition politique, mais eh bien, il a opéré de la sorte. Il a coopéré avec les Américains dans la première étape de la lutte contre les talibans en Afghanistan. Il a laissé entrer les Américains dans l'Asie centrale, dans le Caucase, en Géorgie. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas été bien récompensé pour cette démarche. La réaction des Américains à l'époque étant la sortie du gouvernement américain du traité de l'ABM, Anti-Ballistic Missile, à l'époque. Poutine numéro 2, Poutine l'Européen. Poutine qui, déçu par les Américains, et face à une manifestation de l'arrogance de plus en plus explicite et du comportement des Américains, sous toujours George W. Bush, et surtout devant les perspectives imminentes de l'intervention américano-britannique en Irak, eh bien, il entre en alliance avec Chirac et Schröder dans le camp d'opposition à cette action unilatéraliste et surtout entreprise en dehors du cadre de l'ONU. Mais là, il y a une sorte de cassure qui se produit parce qu'à un certain moment, et à partir de certains moments,
à mon avis, dans la vision de la direction russe, Poutine et Medvedev, qui l'a remplacé pendant une courte période, la vision de l'Occident commence à évoluer. D'un statut d'un éventuel possible, même souhaitable partenaire, l'Occident et l'Occident sommaire. Déjà, voilà, on met à peu près dans le même panier les États-Unis et l'Amérique, passe dans la catégorie de la menace, avant tout politique, à l'époque politique, parce que associée avec la saison des révolutions de couleur qui avaient précédé les révolutions du printemps arabe en Ukraine, en Géorgie, en Asie centrale. Donc, ces révolutions qui sont mentionnées dans la doctrine signée par Poutine comme des scénarios de déstabilisation et de ce qu'on appellerait, toujours se servant des termes à l'usage aux États-Unis, au scénario de regime change. Vous savez, George W. Bush n'a pas hésité de se servir de ce terme comme définition de la politique américaine à l'égard de l'Iran à une certaine période. Donc, voilà, l'Occident déjà comme menace politique, comme faisant partie d'une menace intérieure, beaucoup plus qu'une menace militaire extérieure, puisque je ne crois pas qu'à l'époque, la direction russe redoutait une intervention militaire provenant de l'OTAN. Donc, Poutine numéro 3, à mon avis, émerge, même avant le troisième mandat de Vladimir Poutine en 2012. Je crois qu'il est sorti de sa coque avec la définition de sa nouvelle vision des relations entre la Russie et le monde occidental en 2007, à l'époque où il était que le Premier ministre, un parmi d'autres. C'est en 2007 qu'à Munich, pendant la conférence de Munich, il a formulé, à une grande surprise de l'audience à l'époque, cette nouvelle vision par la direction russe des relations entre l'Occident triomphaliste, arrogant, unilatéraliste dans l'exercice de son ambition de la gestion du monde, ne se préoccupant pas trop, outre mesure, des considérations de la légalité internationale. Et en même temps, derrière cette vision du monde de Vladimir Poutine, il y avait ce qui n'était pas formulé formellement, sa formulation de sorte de doctrine Monroe à la russe. Bon, avec quand même un décalage de presque 200 ans. Une doctrine Monroe qui devrait permettre à la Russie de se sentir tranquille, de se voir protégée dans sa zone naturelle de sa présence, de son influence, de l'exercice de ses intérêts économiques, stratégiques, militaires et autres. 2007, sortie de Poutine à Munich. 2008, un an plus tard, c'est la guerre en Géorgie. Et là, on a pu voir déjà sur le terrain l'application de cette doctrine, parce que précisément, c'est dans le courant de cette guerre, nous n'entrons pas ici dans les détails, que Medvedev et Poutine, ensemble, ont bien confirmé que la Russie est prête à faire respecter des lignes rouges qu'elle avait elle-même tracées.
sur le périmètre qui l'entoure, bref, dans la zone des anciennes républiques soviétiques. Un autre élément important à rajouter pour l'analyse, c'était pas que l'évolution, je dirais, politique ou mentale de Vladimir Poutine. C'est pas seulement le bilan d'une certaine école qu'il a cru passer dans ses relations avec l'Occident, dont il est sorti déçu et découragé, après avoir fait une autre école, comme vous le savez tous, l'école du KGB. C'était aussi le fait que vers 2007-2010, Vladimir Poutine se croyait être à la tête, et il est revenu aux commandes de l'État en 2012, d'une nouvelle Russie. D'une Russie différente, d'une Russie qui était sortie de la crise de sa transition, de la faiblesse, une Russie capable à formuler sa propre politique extérieure, sans dépendre plus de ses relations avec ses partenaires occidentaux, parce que, étant sorti de cette crise sans s'appuyer sur le soutien occidental, sans s'appuyer sur une sorte de plan Marshall qui avait été souhaité par Gorbatchev à un certain moment, donc sans être obligé à respecter des obligations réciproques, ou peut-être sans être intéressé à maintenir, je dirais, un certain équilibre d'un bâtiment qui serait construit ensemble, puisque rien n'a été construit dans les relations entre l'Europe et la Russie pendant la période de la fin de la guerre froide. La maison commune européenne, souhaitée par Gorbatchev, c'est vrai, a été construite sans la participation, sans l'association de la Russie. Elle en a été repoussée, rejetée en direction de l'Est, de l'Asie, de son Asie et de l'Asie de la Chine. Voilà le monde de Vladimir Poutine, numéro 3. C'est un monde déjà différent, un monde qui, à mon avis, vu par lui, c'est un monde où l'Occident est sur le déclin, où l'Occident, après les années de tentatives de gérer le monde unilatéralement, n'a connu que des échecs, en commençant par l'Afghanistan, en passant par l'Irak et oui, la suite, vous connaissez tous bien. Le monde dans lequel, c'est le monde émergent, en commençant par l'Asie, le Pacifique, la Chine, qui est sur la montée, et la Russie, qui est stabilisée intérieurement, qui ne redoute plus le processus de la désintégration, qui a été à un certain moment un danger associé avec la guerre en Tchétchénie et dans le Caucase. Et donc une Russie qui peut commencer à se présenter, à s'ériger en une sorte d'un pôle du monde, parmi d'autres. Pourquoi pas? À l'époque, nous parlons encore de la période qui a précédé l'Ukraine. À l'époque, d'ailleurs formulée par Poutine, cette vision de ce nouveau rôle de la Russie prend la forme de l'Union eurasienne.
Union eurasienne, d'ailleurs le terme lui-même, on le doit au président de Kazakhstan, Nazarbayev, qui a sorti le projet depuis 1994. Voilà, mais ce n'était qu'avec l'arrivée de Vladimir Poutine, le retour aux commandes, voilà, que ce projet devient la base de sa nouvelle politique extérieure. Il y a juste 3 ans. Oui, c'était janvier 2012. Voilà, et donc, déjà la formulation par Vladimir Poutine de cette construction souhaitée, d'ailleurs, il l'a dit, qui serait construite sur le modèle de l'Union européenne. Parce que c'était une structure qui devait remplacer la communauté des États indépendants, vestige de l'ex-Union soviétique, qui était une structure que normalement devait gérer un divorce à l'amiable entre les anciennes républiques de l'Union soviétique. L'Union eurasienne devait, à mon avis, être une structure protectionniste, défensive. Donc, une sorte de démarche de Poutine de maintenir l'espace ex-soviétique ou l'espace post-soviétique, à l'ouest comme à l'est, des différentes pressions ou des tentatives de continuer le partage de l'héritage de l'Union soviétique. À l'ouest, ça devait être l'expansion hard de l'OTAN et soft de l'Union européenne. À l'est, c'était aussi une volonté de protéger l'espace post-soviétique, surtout avec l'Asie centrale, de la pression venant de la Chine. La Russie, à l'intérieur de cette structure, construite selon la logique de l'Union européenne, donc avec la communauté des intérêts économiques qui devait lui servir de base, était une structure qui, selon Poutine, pouvait transformer sa Russie en une sorte de véritable empire du milieu entre l'Est et l'Ouest, déjà dans la nouvelle configuration du XXIe siècle. L'Est représenté par la Chine. Donc, cette Union eurasienne qui devait être composée de la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, les républiques d'Asie centrale, du Caucase, avait besoin, pour être crédible et pour être compétitive, tel qu'il a été conçu par Poutine comme un pôle, un partenaire égal avec l'Union européenne et les États-Unis côté ouest, les Chinois côté est, avaient besoin obligatoirement de la participation de l'Ukraine. Bon, pas que de l'Ukraine, de l'Ouzbékistan, peut-être, de quelques autres éléments importants, mais sans l'Ukraine, évidemment, point de poids véritable, stratégique et convaincante pour cette structure. Voilà pourquoi, et nous arrivons déjà au sujet d'actualité, le degré de l'allergie, de l'agressivité, de nervosité, à la limite de la panique, à mon avis, dans les réactions russes à une perspective de départ, de l'évasion, de la défection de l'Ukraine, qui choisirait son association avec l'Union européenne, rompant de cette façon, d'une façon irréversible, les liens avec la Russie, et donc, assonnant un coup terrible sur la construction et le projet de
de Vladimir Poutine. Cette formulation, cette conception eurasienne n'a pas duré. Avec les événements qui s'étaient produits en Ukraine, la Géorgie en était juste une annonce, tout simplement. Mais déjà dans la réaction russe à ce qui s'est passé en Géorgie, on a pu voir cette réaction, je dirais, cette manifestation de la seconde vague de l'éclatement de l'ex-Union soviétique. Tant que la famille des ex-républiques soviétiques continuait à tourner sur les différentes orbites autour de la Russie sans rompre des liens institutionnels avec ce pays, tout pouvait rester possible. Alors que la Géorgie, en 2008, qui a annoncé ouvertement la perspective ou la volonté de rejoindre l'OTAN, l'Ukraine, avec les événements qui s'étaient passés en février de l'année passée, pareil, avec la prise du pouvoir à Kiev, d'une fraction de la société ukrainienne ouvertement anti-russe, beaucoup plus anti-russe que pro-européenne, et avec un éventuel passage de l'Ukraine dans le camp adversaire, parce que vu par les yeux de Poutine, le monde, après la guerre froide, est redevenu, 25 ans après, un monde noir et blanc, un monde coupé en deux, un monde où la Russie est entourée par les manifestations de la pression occidentale. Cette obsession, cet sentiment, cette vision paranoïaque peut-être a été exemplifiée et renforcée par les révolutions arabes. Poutine et Medvedev n'ont pas hésité de les qualifier comme les manifestations des scénarios montés par l'Occident et qui, aux yeux de la direction russe, ne représentaient que les répétitions de ce qui était destiné pour être appliqué pour la Russie. Et donc la crispation du pouvoir russe actuel a pris la forme peut-être d'un Poutine, cette fois on ne parle plus de personnage, mais de phénomène, d'un Poutine numéro 4. Je suis tenté de rajouter encore un, qui n'est plus déjà un Poutine eurasien, avec en plus ce qui se passe dans les relations entre la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan, qui étaient les derniers alliés les plus loyaux de Poutine dans la construction de cette structure, ces relations, elles aussi, étaient affectées par la crise ukrainienne. Parce que nous sommes face déjà à un Poutine russe, grand russe, nationaliste, orthodoxe, intéressé à protéger le monde russe même au-delà des frontières de la Russie. On l'a vu ça en Crimée et on le voit maintenant dans les parties est de la Russie. Un pays qui se protège contre les pressions extérieures et un pays qui cherche les alliés contre ce qui est la source principale de
danger pour la Russie, l'Occident. Et dans la recherche des alliés, pour la construction de cette nouvelle coalition anti-occidentale qui pourrait être montée de toutes pièces, Poutine et sa Russie tournent logiquement vers l'Asie et vers le monde islamique. L'Asie, c'est la Chine, très logique. Cet intérêt de la Russie se tournant de la Russie en direction de l'Asie correspond, on ne peut plus mieux aussi aux intérêts de la Chine, parce que, ne l'oublions pas, le cauchemar de la direction chinoise, jusqu'à encore récemment, c'était la perspective de ce qui était construite théoriquement, hypothétiquement, la structure de la sécurité collective euro-atlantique, allant de Vancouver à Vladivostok, une sorte de l'association souple, mais quand même institutionnelle, entre la Russie et l'OTAN, avec ce qui a été confirmé, d'ailleurs, la complicité entre les Russes et les Américains, qui ont fait entrer les Américains en Asie centrale après le 11 septembre. Aux grandes dames et à la grande irritation des Chinois. Maintenant, avec un Poutine numéro 4, voilà, les Chinois sont rassurés. C'est vrai que la Chine représente, à mon avis, un piège important pour la Russie et pour la direction actuelle. Parce que c'est un piège de point de vue démographique, c'est un piège de point de vue de décalage au sens du niveau et surtout des rythmes du développement économique. C'est un piège aussi parce que se tournant de la Russie en direction de l'Asie et son association avec la Chine dans les deux grands projets qui sont autant russes que chinois. Le premier, c'est l'Organisation de la sécurité collective de Shanghai, dans lequel les Russes et les Chinois se partagent un peu la primauté, mais qui, vu de la Chine, est une porte ouverte ou entrouverte par la Russie pour l'entrée de la Chine en Asie centrale post-soviétique. Il y a un troisième piège, peut-être le plus grave, c'est la perspective de la transformation de la Russie en appendice fournisseur des matières premières pour la Chine. C'est vrai que ce divorce, cette séparation entre la Russie et l'Europe, eh bien, n'annonce, à mon avis, pas de la meilleure perspective pour l'Europe non plus. Parce que l'Europe, vue par les Russes en tant qu'appendice des États-Unis, ou peut-être amalgamé, si on peut le dire, ou habillé en l'uniforme de l'OTAN, eh bien, c'est un continent, c'est une structure, c'est un pôle politique et stratégique qui, aux yeux des Russes, perd de la valeur indépendante. Pire, dans ses relations, dans ses contacts avec cette Europe
qui s'est tourné en direction de la Russie par sa façade des sanctions face à la crise ukrainienne, Poutine réagit à cette pression commune occidentale contre sa Russie et contre le respect des intérêts qu'il considère légitimes en Ukraine par la prise de contact avec tous les dissidents à l'intérieur de l'Union européenne, qu'il s'agisse des forces de l'extrême droite, des forces nationalistes, en allant de la Hongrie en passant par les Balkans. Il paraît que même, pour se souvenir de l'actualité d'aujourd'hui, que, enfin, c'était pas Poutine, mais certains fonctionnaires russes n'ont pas hésité, enfin, ceux qui sont impliqués dans le secteur gazier, n'ont pas hésité à promettre à la nouvelle direction grecque, au cas où la Grèce, hypothétiquement, penserait quitter les structures de l'Union européenne, eh bien, qu'elle aurait droit à peut-être à des prix amis sur le gaz. Voilà, la seule arme ou l'arme fatale dont dispose la Russie sur la scène internationale. Donc, l'Asie comme la direction du rapprochement de la Russie avec les Chinois, eh bien, confirmée par l'intérêt des Chinois. La première visite du nouveau président chinois, c'était à Moscou. Poutine y va tout récemment, en mai dernier, pour signer les contrats faramineux de livraison de gaz pour la Chine, pour la perspective de 8-10 ans à venir, avec les sommes de 200-300 milliards de dollars. Un TGV qui rallierait Moscou et Pékin, voilà, et qui prendrait 2 jours pour aller de Moscou à Pékin, qui, pour les Chinois, ferait partie de leur projet, de la route de soie, puisqu'après tout, cette route de soie, pour les Chinois, il va prendre deux trajets, un passant par la Turquie et l'Azerbaïdjan, et l'autre par la Russie. Mais voilà, ce vecteur asiatique, évidemment, ne se limite pas à la Chine. Il y a bien sûr l'Inde, rivalisée entre la Russie et les Américains. Barack Obama a dû assister au défilé militaire dans la capitale indienne aujourd'hui ou hier, où il a dû voir promener devant lui voilà, tout le potentiel militaire soviétique, ex-soviétique, russe, assez impressionnant. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que va devenir de l'achat des Rafales, qui sont voilà, rivalisés par une offre russe, encore une fois. Il y a l'Inde, bien sûr. Le Pakistan n'est pas oublié. Ce qui est quand même assez important, c'est l'Iran. C'est l'Iran, longtemps, je dirais, traité par les Russes comme, je dirais, l'objet de l'action collective des 5+1, des 6. Et donc, les Russes qui acceptaient de respecter le régime des sanctions décidé par l'ONU contre l'Iran, qui avait renoncé à la vente de l'équipement, enfin des complexes antiaériens S-300,
Tout récemment, il y a à peine 10 jours, je crois, le ministre de la Défense, Shoigu, a visité le Téhéran. Et paraît-il, le litige entre les deux pays au sujet de l'annulation par les Russes du contrat de livraison de ces complexes antiaériennes est réglé. Et bien, on ne connaît pas tout le détail des nouveaux accords qui sont conclus, mais il est évident que les Russes qui sont très présents dans le secteur nucléaire iranien ont dû en parler également. Et la Turquie. La Turquie, où se promène Poutine tout récemment, le 1er décembre, je crois, ou le 2 décembre, qu'il choisit cette visite pour une annonce spectaculaire, l'annulation du projet de South Stream en direction de l'Europe du Sud, fatigué et déçu par l'opposition sans cesse de la Commission de Bruxelles à la réalisation de ce projet, rivalisé par d'autres projets montés par l'Union européenne. Une annonce spectaculaire, plus de South Stream qui sera remplacé par Turkish Stream. Et semble-t-il, Poutine n'a pas résisté à un plaisir malin d'annoncer que de cette façon, c'est avec la Turquie que l'Europe sera obligée de traiter des conditions de livraison du gaz russe, ce que bien sûr ne peut que plaire aux Turcs. Et à mon avis, on a pu voir les reflets de cette nouvelle satisfaction du dirigeant turc dans son annonce de ce que la Turquie est à son tour fatiguée par les tractations avec l'Union européenne. Mais l'Iran et la Turquie, c'est aussi une autre piste de la recherche par la Russie de ces nouvelles alliés, de ces nouvelles coalitions ad hoc, très contradictoires, qui auraient le seul élément de commun entre eux, de ce qu'ils auraient des comptes à régler avec l'Occident et avec peut-être les Américains avant tout. Et la Russie, paraît-il, est prête à se proposer en sorte de point de ralliement pour tous ces nouveaux non satisfaits ou contestataires de cette démarche dominatrice de l'Occident à travers le monde. Voilà la situation qui explique à la fois une sorte de mélange, je dirais, des facteurs, des arguments à la fois logiques, de long terme, naturels pour la Russie dans la recomposition, rééquilibrage de sa politique extérieure, renforcée par une évolution de la scène internationale et mondiale, avec, c'est vrai, le déplacement de centres de poids économiques vers l'Asie, avec aussi le déplacement du même centre de poids à l'intérieur de la Russie. La grande majorité de ces ressources énergétiques, pétroliers, gaziers et autres se trouvent en Asie. Donc, voilà, plus de raison de parler d'un dinosaure. Il y a une logique derrière tout cela. Reste qu'il y a une sorte de conflit, à mon avis, qui est présent et qui est inné pour cette évolution de la politique russe, qui est un conflit entre le court terme et le long terme.
Autant la dérive, le mouvement de la Russie en direction des partenaires asiatiques est tout à fait logique, naturel, justifié. Autant l'accélération de ce mouvement poussée par la conjoncture actuelle, par la recherche des arguments supplémentaires dans un bras de fer qui est engagé actuellement sur la scène internationale autour de la crise ukrainienne et qui va prendre, je ne sais pas combien de temps, quelques mois, encore un an peut-être, mais la logique entre les deux n'est pas la même. Le conflit est tout à fait possible, peut-être probable. À cela, il faut ajouter notre conflit potentiel qu'à mon avis, dont Poutine, à mon avis, doit tenir compte. C'est un conflit qui, pour l'instant, n'est pas sorti d'une façon spectaculaire sur la surface. C'est le conflit entre cette dérive, cette découverte par la direction politique de la Russie des nouveaux alliés en Asie et de la nouvelle identité russe dans un monde presque mythique, eurasienne, et la société russe, la société de la Russie, qui reste beaucoup plus européenne, historiquement, culturellement, psychologiquement, démocratiquement, que sa direction actuelle, et qui, à mon avis, ne va pas être disposée ou prête à suivre immédiatement, bon, à l'exception peut-être des médias qui très souvent courent devant la locomotive, dans la montée des passions nationalistes, parfois chauvinistes, anti-occidentalistes, et peut-être aussi un élément important, c'est l'Église. L'Église orthodoxe, qui ne peut qu'être heureuse par cette évolution politique à la tête de l'État, qui peut espérer d'occuper la place de l'idéologie officielle de ce pays, place laissée vacante par l'effondrement d'une autre idéologie officielle qui était le communisme, et qui est, cette Église a été beaucoup plus traditionnellement, beaucoup plus que Poutine numéro 1, 2, 3, traditionnellement méfiant à l'égard du monde occidental, catholique, latin, et qui s'offre en tant qu'une des fondations de cette nouvelle construction que risque de devenir la Russie dans les prochaines années. C'est là où je vois peut-être les dangers plus importants que tout simplement les gesticulations, des excès, des manœuvres de pouvoir actuelles. C'est la transformation ou peut-être les modifications assez profondes, psychologiques et culturelles que risquent de se produire, qui risquent d'affecter la psychologie de cette société, qui elle aussi, à son tour, déçue, découragée par les projets non achevés, non réalisés de sa rencontre avec l'Europe, tant souhaitée et tant voulue, risque de se renfermer dans la forteresse du nationalisme et d'une autosuffisance, bien sûr, irréaliste, mais dangereuse dans le XXIe siècle. Merci.